Bienvenue au podcast Investimo, épisode numéro 1. Vous écoutez le podcast Investimo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com, votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, comment allez-vous ? Je suis Bruno, votre humble serviteur pour ce podcast dédié à l'IMO. Merci d'être parmi nous. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que cette émission a été imaginée pour vous. Chaque épisode a vraiment pour objectif de vous inspirer et de vous motiver en découvrant l'histoire d'autres investisseurs. Et aujourd'hui, nous avons un super premier épisode avec un investisseur de l'Est de la France qui se prénomme Alex. Nous allons voir en particulier comment il a décidé de se lancer dans l'investissement suite à une riche expérience de rénovation de sa résidence principale. Alex va également nous dire comment il a fait pour retrouver le propriétaire d'un bien qui semblait abandonné et qui lui a permis de faire une très bonne affaire. Nous allons ensuite discuter de la stratégie qu'il affectionne et qui consiste à louer ses biens au-dessus des prix du marché, permettant d'avoir une meilleure rentabilité. Il abordera également l'aspect travaux et comment lui il fait pour sélectionner ses artisans. Puis nous verrons le sujet de la fiscalité et l'intérêt de faire de la rénovation pour réaliser du déficit foncier. Et enfin, il nous dira comment un loisir lui a insufflé une idée pour un investissement immobilier original. Avant de commencer, je voulais aussi vous dire que vous pouvez retrouver les notes de l'épisode sur le site investimoclub.com et tout ce contenu, ainsi que les infographies que vous y trouverez, est gratuit, donc n'hésitez surtout pas à partager. Salut Alex, bienvenue au podcast Investimo Club. Merci beaucoup déjà d'être parmi nous pour ce premier épisode. Tu es le premier invité. Donc première petite question, juste est-ce que tu peux nous dire rapidement quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a incité à investir dans l'immobilier ? Alors, le parcours, pour dire rapidement, on pourrait dire j'ai commencé à être locataire, comme beaucoup de gens, hein, et puis j'habite à Mulhouse. L'immobilier est vraiment pas cher ici, comparé à d'autres villes, et voilà, je me suis dit pourquoi pas me lancer, surtout que je gagne très bien ma vie, et voilà, il faut faire quelque chose avec l'argent, alors voilà. J'ai décidé d'investir dans l'immobilier, mais ça s'est pas fait tout de suite. J'ai au début commencé à chercher une résidence principale pour moi-même. Et donc j'en ai visité une dizaine dans le quartier de Mulhouse qui me plaisait. Et à chaque fois, soit c'était hors de prix pour des choses modernes, soit il y avait énormément de travaux pour des choses qui dataient des années 50, 70 ou même avant. Donc tu as vraiment commencé par te plonger dans l'immobilier pour ta résidence principale en fait. Ouais, en fait, au début, je savais pas trop ce que je voulais, ce que je cherchais, et c'est en faisant des visites que je me suis rendu compte que j'aimerais une maison qui a un look ancien, le charme de l'ancien à l'extérieur, mais qui soit complètement refaite à neuf à l'intérieur, avec tout le confort moderne, de la bonne isolation, du chauffage au gaz de ville et pas de fuel, voilà, des choses comme ça. Ouais, la maison optimale, comme la maison cocon, quoi. Et... Oui, si on veut. Est-ce que c'est vraiment une maison cocon ? Je sais pas. Elle est grande, tu vois. Moi, j'aime bien quand c'est sobre, on va dire plutôt, et relativement moderne. J'appellerais pas celle-là une maison cocon, mais voilà, une maison moderne, quoi, mais dans une enveloppe ancienne. D'accord. Et alors, du coup, tu as acheté cette première maison ? Ouais, du coup, bon, ça s'est pas fait tout de suite et facilement, on va dire. En fait, ma mère me disait souvent, Alex, balade-toi dans le quartier, tu verras sûrement quelque chose qui te plaira et qui sera éventuellement pas dans une annonce. Voilà, c'est pas sur des canaux accessibles à tout le monde qu'on fait des bonnes affaires. Et en effet, on se baladait avec ma copine et on a vu une jungle, quoi. Et à l'intérieur, on pouvait deviner éventuellement une maison. Ah, intéressant, ouais. Ouais, voilà. Donc
Après, je sais plus si c'était l'hiver ou quoi, on voyait la maison un petit peu mieux, donc ça a pris un certain temps avant que je puisse trouver le propriétaire. Et justement, dans une de tes questions, tu me demandais comment j'ai fait pour trouver le propriétaire. C'est relativement simple. D'accord, ouais, effectivement, ouais, c'est une question parce que tu m'avais raconté cette histoire. Une maison qui n'est pas sur une site de petite annonce, comment remonter au propriétaire pour éventuellement lui faire une offre d'achat? Ouais, alors il y a en France un formidable outil qui existe, ça s'appelle Ok, cadastregouv.fr, et donc en France, contrairement à la Grèce, on a la chance d'avoir un cadastre, donc tous les lots, tous les terrains sont à quelqu'un, et ce quelqu'un, tu peux le retrouver grâce à la référence cadastrale. d'accord. Donc il suffit de localiser le terrain ou la maison. On parle de terrain et de maison là. Pour les appartements, c'est un peu plus compliqué. Là, il s'agit de copro. Je vais pas en parler. Ah oui, ok, ouais, ça s'applique Donc, plus à une maison ou à un ouais, immeuble, quoi. enfin, Ouais. surtout un terrain en fait. Ou un terrain, ok. Voilà, tu sauras avec la référence cadastrale quand tu as réussi à localiser le terrain sur la carte du cadastre, tu sauras sa référence cadastrale. Et ensuite, tu peux aller au service cadastral de ta ville en fait D'accord. et demander Ça, c'est à la mairie, euh, en général? c'est un service annexe D'accord, ok. à celui de la mairie et à Mulhouse par exemple ça se situe au même endroit que les impôts donc Très bien. souvent ça va de pair quoi. Ok. Voilà, et en fait ce sont des informations publiques parce que quand tu effectues un achat Chez le ou notaire. qu'il y a une succession, oui, tu payes des frais de publicité foncière. Et en fait, Et voilà, oui, ok. ces frais qui vont permettre aux autres gens de remonter jusqu'à toi s'ils le souhaitent. D'accord. Et donc, alors, cette histoire par cette technique-là, tu as retrouvé finalement le propriétaire de la maison que tu imaginais au fond du jardin. Ouais, mais en fait, non. En fait, D'accord. je suis allé, c'est plus compliqué que ça encore. Je suis allé avec ces fameuses références cadastrales au cadastre, et qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit que les coordonnées du propriétaire, qu'il habitait toujours dans cette maison. Ce qui ne Ah, m'avançait pas à grand chose, puisque il n'y habitait pas. ok. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ouais, je suis allé traîner à la mairie, pour le coup. J'ai dû parler à quelqu'un qui était soit au service foncier, soit au service des eaux, des choses comme ça. Et ils m'ont dit qu'ils connaissaient ce gars en fait. En fait, c'était un collaborateur de la mairie. En fait, ce D'accord. gars travaillait à la mairie, mais il habitait plus la maison, il habitait un hôtel à Mulhouse. Il payait l'hôtel tous les jours en fait. Ok. Ah, C'était un c'était gars. c'était une vraie enquête de détective, cette première Ouais, recherche de maison. voilà, comme je te dis, ça m'est pas tombé dans le bec. Hein. J'ai quand même posé une journée sur mon temps de travail pour aller à la mairie pendant les heures d'ouverture, pour pouvoir parler à des gens. Voilà, faut pas faire son timide, faut y aller quoi. D'accord. Et ouais, bah donc au final j'ai retrouvé le frère du propriétaire avec qui j'ai réussi à négocier et à me faire vendre la maison au prix que je voulais. Ok. Voilà. Ok. Donc, Enfin, au prix que j'imagine. je voulais, j'ai pas proposé à des clopinettes non plus, Oui, oui, quoi. J'ai oui, oui. proposé voilà. En fait, c'est parti au prix du terrain, voilà. Ça, D'accord. Ah, ok, d'accord. Ouais, donc tu as fait plutôt une très bonne affaire. Donc, ok, ça c'est vraiment intéressant comme première expérience que tu as eue pour ta résidence principale. Et donc, par la suite, ou en parallèle, tu as eu l'envie d'investir en locatif, c'est-à-dire pour mettre en location? Ouais, en fait, je me suis dit, à l'expérience que j'ai eue pendant la rénovation, parce que donc dans cette maison, il y avait plus que 4 murs, hein, et un D'accord. semblant de toit, il a fallu refaire toute la charpente, toute la toiture, hein, le solivage intermédiaire, hein, et tous les murs, et tous les sols, et tous les plafonds, et l'électricité, la plomberie, tous les lots, sauf gros œuvres de la maçonnerie. D'accord. Voilà. Du coup, vu que j'ai voulu gérer ça moi-même, j'ai fait beaucoup de démarches par rapport vis-à-vis des entrepreneurs. J'ai fait beaucoup de devis. Je pense qu'à la fin, j'ai dû me retrouver avec une centaine de cartes de visite. Donc, je sais pas combien il y avait de corps d'État qui ont bossé en tout, peut-être une dizaine. Donc, Ouais. j'ai dû facilement faire minimum 5 devis par corps d'État. Et ceux qui me semblaient trop chers, comme les fenêtres, bah là, j'ai dû monter jusqu'à 15. Et dans les 15, heureusement, j'ai trouvé la perle rare qui était un artisan qui faisait des fenêtres en bois qui étaient moins chères que les fenêtres PVC double vitrage que je pouvais avoir. Or, normalement, c'est l'inverse. Voilà, exactement. Ok.
Bon, je sais pas si j'ai eu de la chance du débutant. Enfin non, c'est pas vraiment une chance du débutant. Quand tu démarches 15 entreprises. Voilà, c'est ça. Tu as quand même une Ouais, méthodologie qui est assez ouais. poussée Bah, et au qui va début, dans le j'avais pas de fond, quoi, méthode. des choses. Ouais, voilà, je savais ce que je voulais. Enfin, j'ai fini par savoir ce que je voulais plutôt, Ouais. parce qu'au début, on sait pas trop. On tâtonne et Euh, puis effectivement aussi j'imagine qu'en faisant tous ces devis-là, etc., en parlant avec les différents artisans, ça te mettait des nouvelles idées sur ouais, ce que voilà, tu bah, voulais, etc. c'est souvent comme ça, quoi. Et de nouvelles personnes proposent de nouvelles idées et tu te dis, ah mais oui, pourquoi pas, ça paraît intéressant et tu essaies de l'intégrer dans les prochains devis. Ok, donc tu avais toute cette Ouais, matière première, on va dire, qui est vraiment indispensable et pour effectivement faire de la rénovation d'un bien. Et à partir de ça, tu t'es dit, mais pourquoi ne pas l'appliquer à... exactement, voilà, vu que j'avais cette expérience, et comme je t'avais expliqué, c'est aussi très important de connaître les prix au mètre carré qui sont pratiqués par les artisans. D'accord, c'est-à-dire par exemple, Voilà, ouais, pour tout, c'est-à-dire poser le placo, ça va coûter 30 euros voilà, du mètre ça, carré c'est avec ça, placo typiquement, BA13 et puis de la laine de verre derrière. Et pour voilà, c'est ça. tous les items de la rénovation, toi, tu repasses tout en prix au mètre carré, comme ça pour avoir effectivement une comparaison Ouais, plus c'est simple aussi. ça. Bah, normalement, c'est un job, hein, ça s'appelle économiste du bâtiment qui font ça, qui te calculent hein, vraiment mètre carré par mètre carré à combien ça va te revenir. Hein. Un économiste du Bon, bâtiment? ouais, ça c'est un job à plein temps qui existe dans le bâtiment, quoi. D'accord. Ok. Mais Voilà. qui travaillent, c'est des gens qui travaillent pour quel type d'entreprise, ça? Des gens qui travaillent en fait en collaboration avec un cabinet d'architecture souvent, D'accord. voilà, qui eux vont faire la partie chiffrage. Donc t'as l'architecte qui lui fait des appels d'offres et ensuite il vérifie si les appels d'offres correspondent à la quantité qui est nécessaire. Je pense que des économistes de bâtiment, il y en a peut-être aussi chez les assurances qui Oui. vérifient les devis qui sont envoyés par les particuliers. Justement, j'ai une anecdote à ce propos. Je sais pas si si on aura le temps Bah, d'y si, revenir plus vas-y, tard. c'est intéressant. Bon, en ce moment, j'ai eu un dégât des eaux dans ma rénovation. Donc, le voisin du dessus qui a oublié de fermer une vanne. Ok. Et ça a Un peu coulé étourdi. chez moi. Je sais pas, peut-être qu'elle était fermée et qu'elle s'est ouverte. Ok. Bref, mais je suis pas On au ne saura courant, pas ça la s'est cause, mais passé. en tout cas, le fait, c'est qu'il y avait un dégât des eaux. Voilà, c'est ça. Donc là, le plafond est naze. Ok. C'est le plafond du couloir, c'est pas grand chose. Il y a 5 mètres carrés. Mais voilà, typiquement pour refaire 5 mètres carrés de plafond, bah ça sera pas un prix au mètre carré exactement pareil que si t'as besoin de refaire 100 mètres carrés de plafond. Oui, tout à Ça, fait. c'est clair et net. Ouais, c'est sûr. Donc, et puis là, l'artisan qui est venu, bon, il savait très bien que les accords interassurance Oui. remboursent jusqu'à 1600 euros sans enquête, on va dire, sans qu'il y ait un expert qui vienne sur place. Donc, le D'accord. devis qu'il m'a fait pour 5 mètres carrés de plafond, il a rajouté des murs dedans, du traitement anti-humidité, tu vois, pour arriver pile à ces 1500, 1600, Ouais. 1600, 1000 euros du mètre carré. Pardon, pour tout Pour la le devis. totalité, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Mais j'imagine que si ça avait été un devis un petit peu plus grand, il aurait pas pu faire ça, ou s'il l'avait fait, Oui, d'accord. le Ouais. document serait passé dans les mains d'un économiste du bâtiment qui aurait dit mais que ces chiffres n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Tout à fait. Ok, Mais d'accord. bon, voilà, pour un petit chantier. Ah ouais, non, je pense c'est vrai que ça c'est passe. toujours intéressant de savoir ces clés qui sont utilisées dans l'assurance, dans la banque, etc. Parce qu'effectivement, ils ont des calculs assez poussés pour pouvoir évaluer tout ça, quoi. Ouais. Mais tant que tu passes pas les seuils à partir desquels ils Voilà, s'inquiètent, en fait, ça passe. faut connaître les seuils, C'est quoi. ça, exactement. Et donc, cet appartement dont tu es en train de parler où il y a eu un dégât des eaux, c'est ton premier investissement locatif, du coup, celui-là, ou... Alors non, comme je t'avais dit, Alors, raconte-nous un peu ton premier investissement ouais, alors locatif. les premiers, c'était après avoir fait la maison. Oui, Une fois que c'était plus ou moins terminé, je me suis dit, bon, en fait, j'en avais un petit peu marre de traiter avec tous les différents corps de métier. Donc je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et j'ai acheté 2 studios, en fait, proches du centre-ville. Pour ceux qui connaissent Mulhouse, c'est proche Porte du Miroir, dans l'ancien immeuble Logical. Voilà, c'est un immeuble avec que des studios. d'accord. Et le prix était... Qu'est-ce que c'était? Ouais, c'était 2 studios de 20 mètres carrés que j'ai acheté à 40 000 euros. Voilà. pour 40 des 000 studios. euros pour les deux studios? Ouais, donc pour les 20 deux 000 euros studios. chaque. Donc 1000 euros du mètre carré Ok. par studio, ce qui me semblait... Ce sont à les l'époque, prix par rapport à Mulhouse plutôt bas, plutôt haut, pour des studios, c'est correct.
D'accord. Enfin, ça me semblait correct à l'époque, en fait. Aujourd'hui, je les aurais pas achetés. D'accord. Voilà. Et donc, je me suis tapé la réno dedans moi-même les soirs et les week-ends. C'est-à-dire que tu as tout fait? Ouais, j'ai tout fait. Enfin, tout. J'ai pas fait la plomberie qui était dans un état correct. J'ai fait la cosmétique, on va dire. D'accord. Sol, peinture. J'ai changé les sols en stratifié. Et j'ai refait la cuisine, salle de bain. Pour la salle de bain, pour la baignoire elle-même, j'ai fait venir quelqu'un. La baignoire, je ne voyais pas l'installer, mais bon, installer un meuble simple vasque avec un miroir, ça c'est bidon, quoi. Ça, normalement, tout le monde devrait savoir le faire, quoi. Ok. Voilà. Et j'ai fait moi-même le carrelage aussi, et ça, dans une salle de bain, c'est beaucoup de travail, même si le métrait n'est pas très grand, Ouais. c'est exigu, il y a beaucoup de coupes, Oui, oui. c'est chiant, et je suis pas totalement satisfait du résultat, voilà, personnellement. Bah, on a pu le remarquer, tu es aussi quelqu'un de perfectionniste, j'imagine, alors. Disons que j'ai visité pas mal d'appartements où j'ai vu que c'était fait par des amateurs. Bon, ils étaient moins bons que moi quand même. Ouais. Mais sachant que moi j'ai refait pas mal de points sur le carrelage où ça me semblait pas extraordinaire. Voilà, D'accord. pour arriver à un résultat qui n'est pas 100% satisfaisant encore une fois. Ok. Un carreleur le fait beaucoup plus vite et mieux. Mais bon, il prend cher aussi. Oui, ouais. Et donc alors, j'imagine que tu as mis des locataires dans ces deux studios. Ouais. Est-ce, En fait, est-ce qu'ils en sont contents justement du travail que tu as réalisé? alors disons que quand tu fais du neuf à Mulhouse, hein, mais que tout est neuf, quoi, tu vas faire un nouveau carrelage et un nouveau sol. Tu vas pas juste refaire la peinture et laisser un carrelage ancien. Ouais. Ça contraste beaucoup avec le parc locatif D'accord. qu'on a sur Mulhouse, hein, qui est très très ancien. Pour avoir visité beaucoup d'appartements et d'immeubles, voilà, souvent c'est un peu la misère, quoi. Donc c'est un moyen de se démarquer aussi. Alors j'imagine Voilà, de c'est le la moyen. concurrence du marché, Ouais, de l'offre proposée exactement. sur le marché mulhousien. Exactement, bah, comme dans beaucoup de villes où l'immobilier est ancien, si les gens lisent des blogs, c'est souvent un moyen qu'utilisent les investisseurs pour se démarquer et refaire des biens qui sont meilleurs que celui du voisin. Ok. Et toi du coup Voilà. c'était vraiment ta stratégie depuis le début d'offrir et de faire des appartements de qualité supérieure à la moyenne? En fait, au début, non. Au début, je voulais acheter en l'état, en bon état, et louer en l'état aussi. Mais ensuite, j'ai fait les calculs qu'avec mon TMI, à tranche moyenne d'imposition à 30%, marginale, pardon, tranche marginale d'imposition à 30%, plus la CSG et CRDS de 15% qui allait se rajouter dessus, donc on était déjà à 45%, tous les loyers que j'allais récupérer si je ne créais pas de travaux, créer du déficit, bah ils allaient être imposés à D'accord. 45%. Donc alors, juste pour clarifier, Ouais. le TMI, la TMI, la tranche marginale d'imposition, c'est calculé en fonction de revenus de salaire que tu as. Donc Voilà. il y a différentes marges. Il y a 5%, 5,5, 15%, C'est ça. 30 et puis 45. 45, ok. Non, je sais plus, quelque chose comme ça. Bon, Donc c'est je crois ça. que la Donc prochaine c'est 40 et et- ensuite c'est et 45. quelque plus chose comme ça. les charges sociales, donc CSG dont tu parles, qui sont elles fixes pour tout le monde à 15% à peu près. Ouais, voilà. En fait, c'est fixe pour tout le monde, sauf pour les frontaliers. D'accord. Ça c'est encore une autre histoire. Donc donc- c'est une catégorie dans laquelle tu te places. C'est une catégorie dans laquelle je me place. Toi, tu exactement, habites et- en France et tu travailles en Suisse. en Suisse, d'accord. Ouais, c'est ça. Bon, Donc, c'est peut-être un petit peu, ouais, c'est très spécifique, mais bon, ça offre cet avantage-là. ouais, ça offre, enfin, ça l'offre éventuellement. Pour D'accord. l'instant, rien n'est fixe parce qu'on est dans une période de flottement un petit peu. Je sais pas si les gens sont au courant. Donc là, on est en mars 2016. La sécurité sociale française a essayé de récupérer les frontaliers pour qu'ils ne cotisent plus à des assurances sociales privées, mais à une assurance sociale française, la CMU. D'accord. Bon, là c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Je sais pas si ça vaut le coup d'en parler. Je pense pas vraiment. Mais le fait est que il est possible que cette situation évolue de deux façons. Soit on sera assujetti à la CMU, dans quel cas on devrait payer la CGCRDS, soit on pourra s'assurer soit dans une assurance privée française, D'accord. bon, qui est là très faiblement probable, soit une assurance privée européenne. Voilà. D'accord. Auquel cas où
A priori, on ne serait pas assujetti à la CSG, CRDS, mais bon, en France, on ne sait jamais. Ça peut toujours changer. Ok, non, c'est intéressant pour Ouais. toutes les personnes qui écoutent et qui sont peut-être frontaliers. Donc, alors, du coup, pour revenir à ton investissement, donc tu as, Donc tu as, on tu va as, reparler des studios, ouais, hein. ouais. Ouais. Donc, Donc tu as privilégié cette stratégie-là de créer du déficit foncier. ouais, sachant que quand tu fais des travaux toi-même, tu n'en crées pas beaucoup, hein. Donc, pour faire les travaux dans les deux studios, hein, j'en ai eu pour 10 000 euros de matériel, sachant que j'ai mis des trucs sympas, hein. Ça fait 5 000 euros par studio qui ont été mangés en 1 an et quelques. Donc, en 1 an et 3 mois, le locataire m'a versé les loyers qu'il m'a versés. Ça suffit pour couvrir le déficit foncier que j'ai généré avec le prix du matériel que j'ai mis dans les studios. D'accord, ok. Ouais, donc là, il faut attendre 3 ans. Et ensuite, enfin 3 ans, maintenant un peu moins, hein. Parce que ce statut-là de créer du déficit, t'es obligé de le garder pendant 3 ans, c'est ça? En fait, quand tu as fini d'amputer ton déficit à la location, il faut que tu gardes le studio en location pendant 3 ans sans changer de statut, pas que tu le mettes en meublé par exemple, ou pas que tu le revendes. D'accord, ok. Parce qu'en quelque sorte, c'est l'État qui te fait une fleur fleur, fiscale, quoi. et donc Ouais, voilà. toi, la contrepartie, c'est que tu gardes ce statut pendant un minimum d'années, qui est 3 ans. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Et alors du coup, la qualité de tes studios est au-dessus de la moyenne de Mulhouse, ce qui fait que en termes de recherche de locataires et puis de prix que tu as pu fixer pour tes studios, ça se passe comment? Alors, beaucoup d'investisseurs veulent se démarquer en faisant de la bonne qualité et en le mettant moins cher que le marché. Mais je me suis dit, pourquoi le mettre moins cher que le marché si je peux le faire plus cher que le marché, la moyenne du marché, hein, Oui, et avoir des locataires et que ça marche, bah autant le faire. oui, c'est vrai. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, c'est des studios de 20 mètres carrés que je loue à 18 euros par mètre carré, ce qui est énorme à Mulhouse, hein. D'accord. Enfin, si tu compares à un F2, enfin toi aussi, je sais que tu as des studios, des appartements à Mulhouse, tu sais les prix qui se pratiquent, donc 18 euros par mètre carré. Oui, Je pense que tu vois que c'est assez élevé. c'est très élevé, ouais. C'est très élevé, hein. Bon, après, il faut comparer du comparable, donc Tout à fait. souvent, les studios, c'est 300 euros hein, pour un studio, on va dire. Donc si c'est un studio de 30 mètres carrés, peut-être que ce sera un petit peu plus élevé. Si c'est un studio de 25, ça sera un peu moins. Bon bref, toujours est-il que là, les locataires me versent 360 euros pour un studio de 20 mètres carrés, sachant qu'il faut additionner 80 euros de charge D'accord. au-dessus de ça, ce qui leur fait revenir le studio à 23 euros du mètre carré, toute charge comprise. Ce qui est D'accord. très cher. Ouais. Voilà. Et néanmoins, tu as réussi à trouver des locataires Pour les deux studios. et en combien de temps à peu près Enfin, tu veux dire facilement ou tu as Oui, eu très facilement. Très Oui. facilement. Ok. Ouais. Sachant que moi je voulais avoir du choix pour avoir des personnes qui me semblaient pas être trop capricieuses et qui ne partiraient pas du jour au lendemain, quoi. Donc pas de stagiaires qui sont à Mulhouse pour 3 mois, quoi. D'accord. Voilà. Ouais. Ok, effectivement. Ok, c'est très intéressant. J'avais une autre question par rapport à ton histoire, c'est que tu avais fait une proposition pour un bien et signé un compromis de vente. Et Ouais, finalement, tu exactement. as décidé d'annuler ce compromis de vente parce que la vente, le bien ne t'intéressait plus. Alors, je voulais savoir comment tu as fait pour annuler ce compromis de vente. Ouais, donc en fait, je voulais passer par un courtier pour c'était un immeuble, hein. Il s'agit d'un immeuble qui était pas dans le quartier le plus moche, mais pas le quartier le plus extraordinaire de Mulhouse non plus, hein. Et donc je suis passé par un courtier. Un courtier, je sais pas si les gens qui écoutent le savent, on peut toujours le rappeler, il travaille avec plusieurs partenaires bancaires, ou plusieurs banques, Tout à fait. à qui il soumet le dossier de De celui qui financement, veut ouais. faire l'achat, hein. Donc c'était le bien, avec les caractéristiques de l'immeuble, les caractéristiques de l'acheteur, donc son salaire, son apport, etc. Et donc ouais, moi je me suis rendu compte que l'immeuble n'était pas bien situé, que les travaux coûteraient beaucoup et que ça serait pas nourrir le bon cheval que d'investir dans cet immeuble, dans ce quartier de Mulhouse. Ok. Réflexion faite, c'était pas aussi bien que ce que tu avais pensé au début. Exactement. Ok. Et donc vu que le courtier il travaille avec beaucoup de banques, Ouais. il
il y a des chances, ou alors il peut demander à un de ses partenaires de te fournir une lettre de refus de prêt. D'accord. Voilà. Donc il t'a suffi d'une lettre de refus d'une banque, malgré le fait qu'il puisse avoir de l'autre côté des banques qui avaient accepté. Exactement. Une lettre de refus suffit pour l'apporter à l'agent IMO avec lequel le compromis a été signé, sachant que, bien sûr, il faut que ça soit une des conditions suspensives de vente, comme quoi tu n'as pas reçu le prêt. D'accord. Donc ça, c'était un compromis qui n'avait pas été signé chez un notaire, en fait. Là, ça avait été sous seing privé. Ouais, c'était sous seing privé, mais chez avec le l'agent notaire, immobilier. ça marche exactement de la même manière. Chez le notaire, ça marche pareil. Faut être fou pour partir sur de telles sommes et ne pas intégrer la condition suspensive de vente qui serait due à l'obtention d'un prêt. Tout à fait. Donc bon, c'est vraiment si on a l'argent pour acheter cash et qu'on sait qu'on veut acheter cash, pourquoi pas, mais bon là, non mais de toute façon c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir d'avoir avec soi ce temps de réflexion pour peaufiner la chose, parce que c'est vrai que par moment on peut être amené à signer rapidement un compromis de vente pour différentes raisons, parce que il y a de la concurrence, parce que le bien semble vraiment génial, et puis finalement après en creusant un peu plus il s'avère que non. C'est vraiment donc intéressant de vraiment toujours mettre cette clause, ne pas l'oublier dans un compromis de vente. En cas de non-financement ou d'un refus, le compromis devient caduc et peut être annulé. Ouais, mais bon, aussi pour l'anecdote ici, il faut savoir que le courtier te fait une fleur en faisant ça. Oui. Il sait très bien pourquoi il le fait et pourquoi est-ce que tu as besoin de ce courrier. Donc voilà, moi j'ai décidé j'ai été sympa avec le courtier aussi. Je sais plus, la première fois qu'on s'est vu, il y avait une ampoule qui clignotait sur son plafond en permanence, et c'était des locaux neufs. Alors voilà, je faisais la réflexion comme quoi l'électricien il a travaillé de façon moyenne, et que ce serait bien qu'il le fasse réintervenir. Alors il me disait que oui, c'est vraiment énervant cette ampoule, et je pense que la deuxième fois qu'on s'est vu 2 semaines après, l'ampoule clignotait toujours. Voilà. Et la troisième fois qu'on s'est vu, l'ampoule clignotait encore, et c'est là où il m'a fourni la lettre de refus de prêt. Et voilà, pour le remercier, je lui ai offert une lampe de bureau. Comme ça, il serait moins impacté par le clignotement de l'ampoule, et je lui ai aussi offert une bouteille de champagne. Voilà, d'accord. J'ai dû me retirer pour 60 euros. Voilà, tu vois, je pense que c'est bien d'être sympa avec des gens. Surtout non, tout à fait. Le gars, il a travaillé pour rien. Au moins qu'ils se disent bon voilà, le client est pas un connard complet, quoi. Non mais c'est vrai que au final l'immobilier en général, et quand on veut commencer à investir dans l'immobilier, c'est vrai que le réseau des gens avec lesquels tu travailles, c'est crucial, ça peut faire la différence pour la première affaire et aussi pour les affaires suivantes. Donc c'est vrai que c'est toujours bien de maintenir des bonnes relations, en tout cas avec les gens que tu apprécies et les gens qui ont fait du bon travail, quoi. Voilà, les gens qui ont fait du bon travail. Tu fais bien de le préciser. Oui, donc, oui, bah oui. Voilà. Non, il faut bien trier aussi. C'est ça qui prend du temps, comme tu l'as dit. Toi, tu as passé, j'imagine, un certain temps, par exemple pour les travaux, à éplucher ces centaines de devis. Et puis maintenant, aujourd'hui, tu as une certaine tranquillité d'esprit pour peut-être tes futures opérations, te dire, bah voilà, je sais que je vais pouvoir confier ce chantier-là à telle personne et telle personne. Ouais, voilà, en fait, c'est le cas, oui, sachant que malheureusement pour le moment, j'ai pas encore eu de grosses opérations de rénovation qui nécessiteraient de faire réintervenir les gens qui ont travaillé sur la maison, là où il fallait tout refaire. Donc là, c'est... Ou alors, qu'est-ce que je t'avais raconté que j'avais fait appel à l'électricien qui a travaillé dans la maison pour l'appartement en disant voilà, on a bien bossé ensemble la première fois, fais-moi un prix d'amis pour l'appartement. Et il m'a pas du tout fait un prix d'amis. D'accord. Voilà. Bon. Non, okay. Après, ça peut, les affaires peuvent continuer ou ne pas continuer. Tu ne sais jamais si l'artisan, il a beaucoup de travail en ce moment et qu'il te fait un devis bien gonflé. Parce que il en a rien à faire. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Oui, voilà. Oui. Non, mais c'est dans ce que tu dis alors, c'est que c'est aussi bien d'avoir des plans B. C'est exactement. C'est très très bien d'avoir des plans B. Je pense que c'est bien d'avoir 2 ou 3 électriciens. Bon, sachant qu'il faut avoir fait plusieurs projets pour avoir 2 ou 3 électriciens. Tout à fait. Que tu peux tourner et avec qui tu peux négocier, quoi. Voilà. Alors du coup, toi aujourd'hui, tu as combien de biens en locatif?
Donc en locatif, j'ai les 2 studios qui sont loués en nu, que je veux passer en meublé une fois que les 3 ans après la dernière imputation du déficit seront faits. D'accord. Et là, je suis en train de rénover le F2 dont je t'ai parlé, qui a eu un dégât des eaux. D'accord. J'espère qu'il sera fini fin mars. Enfin, il y a tout intérêt. Vraiment pas grand chose à faire maintenant, à part ce foutu plafond. Et ouais, donc ça va faire un nombre de 3. D'accord. Je pense que vu comment en fait le F2 que j'ai acheté, c'est dans un immeuble qui a été vendu suite à succession. Oui. Le F2 est au rez-de-chaussée surélevé et au 2e étage il y a 2 lots. Et c'est un investisseur aussi qui les a achetés, qui les a retapés lui-même. D'accord. Et lui, il a loué très très vite à ma cible préférée, des jeunes filles, voilà, où les parents se portent caution. D'accord. Non, parce que ma cible préférée des jeunes filles. Pourquoi pas, tu sais, c'est toujours sympa de louer à une jeune fille, c'est plus sympa que de louer à un vieux gars retraité, enfin, personnellement. Ok, d'accord. Non, mais bon, en tant qu'investisseur, il faut voir les choses d'un point de vue pragmatique, on va dire. La jeune fille sera beaucoup plus sensible à la pression si jamais elle ne paye pas qu'un gars qui a 50 balais et qui n'en a rien à faire, tu vois. Ok, c'est vrai, c'est Voilà, vrai. Psychologiquement parlant. Voilà, quand ça se passe mal, parce que je pense qu'un jour, il y a moyen que ça se passe mal, c'est plus facile de gérer une personne qui est plus jeune que toi qu'une personne qui est plus âgée. Enfin, pour moi en tout cas. D'accord. Non, c'est intéressant. Ok. Et alors, maintenant, on se dirige vers la dernière section du podcast. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Donc la première question, c'est est-ce qu'il y a un livre de business ou immobilier que tu recommandes souvent? Pour l'investissement, le seul que j'ai commencé à lire, c'est The Intelligent Investor de Benjamin Graham. Et j'ai commencé à le lire en version originale en anglais. Et j'avançais à coup de 3 pages par heure. Donc, pour se dire, le truc, il doit faire dans les 400 pages. Je n'ai pas encore terminé et je n'ai pas bien avancé. Voilà. Donc, malheureusement, je n'ai pas de livre à te recommander. Intelligent Investor, c'est plutôt tourné à les marchés boursiers. Exactement. Mais ouais. dis-moi si je me trompe, la théorie derrière, c'est qu'il faut rechercher de la valeur dans une action en particulier ou dans un produit d'investissement. Il faut chercher une action à décoter par rapport à son prix réel, en fait. Voilà, c'est ça, ok. Voilà, c'est exactement. Et donc, ça s'applique bien à l'immobilier, si on projette ce principe. Ça s'applique bien à l'immobilier, oui, sachant que malheureusement l'immobilier est beaucoup moins liquide que les actions. Mais oui, être dans un bon quartier et acheter un bien complètement à refaire, mais qui est décoté, je pense que ouais, c'est à peu près l'idée que Benjamin voulait mettre derrière son livre. D'accord, ok. Bon, donc on mettra le lien vers le livre dans les notes du podcast. Ouais, mais mets-le en version française. D'accord, ok. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres aussi qui sont publiés uniquement en anglais parfois, donc. Mais celui-là, il est en français. Je sais, j'ai déjà trouvé en français. Alors, pour continuer, on dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend. Et pour toi, quelle a été l'erreur qui t'a appris le plus de choses? Sur la maison, par exemple, je pense que j'aurais dû négocier plus fermement avec un maître d'œuvre pour que lui gère le chantier, vu que il y avait quand même 150 000 euros de travaux en jeu, que j'aurais pu trouver quelqu'un qui aurait pu gérer ça tout seul en faisant collaborer les entreprises. Bon, j'aurais pas eu cette overview, cette vision large du chantier. Voilà, ça c'était une erreur. Et ensuite, c'est en essayant de refaire les studios moi-même, enfin en ayant refait les studios moi-même, et surtout en les achetant à l'endroit où je les ai achetés et au prix où je les ai achetés. Parce que ensuite, il y a eu plusieurs autres opportunités sur le marché, des studios dans un meilleur état, moins cher et mieux situés. Voilà. D'accord, ok. Bon, ce ne sont pas des erreurs qui t'ont coûté réellement. Là, c'est vraiment des erreurs d'apprentissage. On va dire que tu fais mieux la fois d'après, quoi.
Ouais, en fait, on va dire que je connais le marché de mieux en mieux en faisant des erreurs ou en ne les faisant pas aussi. Après avoir fait ces erreurs, ça m'a évité d'en refaire, typiquement de racheter d'autres appartements ou studios qui auraient été moins bien placés et donc de moins bons investissements, typiquement. Ok, d'accord. Pour continuer, une question un peu plus personnelle, à part l'immobilier et l'investissement immobilier, quels sont tes loisirs? J'aime bien le jardinage. J'aime bien m'occuper de mon jardin, de mon terrain, et je pense que Donc, la dernière fois donc qu'on s'est... le grand terrain que tu as qui fut une jungle dans le passé, c'est ça? Ouais, donc il y a lui, et ça c'est le terrain autour de la maison, et je pense que D'accord. la dernière fois qu'on s'est rencontrés, je t'ai aussi parlé d'un terrain que j'ai acheté, qui se situe un peu à l'extérieur de la ville, où je voulais faire des jardins ouvriers, mais où ça s'est pas super bien passé. C'était quoi ton projet? Jardin ouvrier, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu voulais en faire en fait? Ouais, donc c'était un terrain qui fait à peu près 11 arts, que je voulais diviser en plusieurs petites parcelles afin d'offrir aux gens qui habitent en appartement et qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin qu'ils puissent cultiver, de venir là-bas le week-end ou la semaine, enfin comme ils le souhaitent, hein, et de se reposer, cultiver un petit peu de potager, de renouer en quelque sorte avec la nature. C'était presque du mécénat, tu vois, que D'accord. je voulais faire. Bon, tout en payant un loyer, bien sûr, hein, et voilà. Mais ça a pas pu se faire, hein, Ah, vu que... l'administration n'a pas accepté que tu mettes ces terrains Ouais, non, en fait, le en fait que je les location. mette en location, ça leur pose pas de problème, a priori. C'est le fait de mettre des cabanons sur les terrains qu'ils n'ont pas accepté. Donc D'accord. voilà. Non Euh, constructible, voilà, non rédhibitoire. constructible, enfin zone N plutôt, zone naturelle, donc pas moyen de mettre de cabanon. Mais je sais pas, je vais encore essayer de trouver d'autres solutions hein, afin de monétiser le terrain. Et si jamais, D'accord. Là, super. Non, c'est une histoire intéressante aussi sur le terrain, etc. Et bon, ouais, donc peut-être, j'espère que ça va réussir à marcher un moment. Tu vas bah, sûrement on trouver une verra astuce. Tu nous si ça tiendras au marche, courant. on pourra faire un autre podcast sur les terrains, Tout à fait. les terrains familiaux, voilà, Tout ce à genre de fait. choses. Alors du coup, pour finir, la dernière question. À ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui ne commence jamais ou qui échoue? Euh, il faut soit une rencontre, je pense, d'une personne qui a bien réussi. D'accord. Ça peut bien motiver. Ça a été le cas pour toi? Non, non, moi c'était, j'avais pas mal de temps libre à un moment, donc voilà. Tu as été Il faut, autodidacte sur le sujet, toi. ouais, ça c'est clair. J'ai été autodidacte. Bon, les autodidactes font plus d'erreurs que les gens qu'on prend par la main, mais peut-être que ils sont un petit peu plus résistants à des moments de crise par la suite, je pense. D'accord, ouais. Ou le troisième point, c'est il faut quand même avoir des ressources, quoi. Donc soit du temps, comme j'ai dit, ou soit de l'argent, quoi. Ça aide aussi. Voilà. Face à la banque, d'avoir un apport pour un premier investissement, c'est toujours plus facile que en voulant financer à 110% si c'est ton premier achat, quoi. D'accord, ouais. Donc de recommander, d'essayer d'amasser un petit pécule pour avoir cet apport, pour se lancer, on va dire plus confortablement également, parce que c'est vrai aussi que peut-être on peut encore aujourd'hui avoir des prêts à 110% pour un premier investissement, mais il peut toujours avoir le risque que une fois que on a le bien en gestion, il peut arriver des problèmes et faire des travaux, et si là on n'a pas la trésorerie, ça peut bloquer. Mais comme dit, hein, quand je regarde sur les blogs de différents investisseurs qui se sont fait la main sur l'immobilier, ils le disent souvent que leur premier investissement n'a souvent pas été la plus grande réussite. Voilà, c'est Ouais. celui sur lequel ils se sont trompés, ils se sont fait la main pour gagner en expérience et réussir mieux les suivants. Mais D'accord. je pense, le cas de tout le monde. Ouais, donc il faut se donner l'opportunité, enfin, faut prendre le risque de faire le premier pas en essayant de limiter au maximum les problèmes potentiels, mais en se disant que ça va pas forcément être ça qui va faire de vous un millionnaire dès le départ. Il faut vraiment Ouais. prendre un premier risque, quoi. Ouais, faut le voir que c'est un travail de longue haleine
on parle de périodes longues, hein, on parle de prêts sur 15 voire 20 ans. C'est vrai. C'est assez long, et c'est au bout de 15 ou 20 ans que le prêt sera remboursé et qu'on sera propriétaire à 100% de la chose, appartement, immeuble ou autre, qu'on a financé et qu'on a loué. Voilà, donc il y a pas mal de chemin à parcourir, quoi. C'est pas pour décourager les gens, au contraire, mais il faut voir que c'est assez long. C'est vrai. Bon, bah, en tout cas, on te souhaite de continuer à bâtir ton patrimoine en achetant d'autres appartements encore, et puis peut-être d'autres biens par la suite. Je te remercie, Bruno. Merci beaucoup pour avoir participé au podcast. Et puis, à très bientôt. Allez, salut. Voilà, j'espère que l'histoire d'Alex vous a plu et vous a inspiré. Que vous soyez en voiture, dans les transports, en train de faire du sport ou sur votre chantier de rénovation et que vous avez aimé l'épisode, j'ai une petite faveur à vous demander. Dès que vous avez une minute, allez poster un avis sur iTunes. Ce tout petit geste permettra de donner un peu de visibilité au podcast et par conséquent d'inspirer encore plus d'investisseurs. Rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt. Ciao. Vous écoutez le podcast Investimo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com, votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.